À l'exception de quelques pays, notamment de l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, nombre d'opérations de privatisation en Afrique n'ont pas donné des résultats escomptés, notamment le développement d'un secteur privé et compétitif, car les graves crises sociales qui se sont traduites par des pertes d'emplois et le renchissement des prix de certains biens et services ont non seulement renforcé l'hostilité et la méfiance des populations, mais ils ont aussi parfois débouché à une inversion du processus et une renationalisation des entreprises, notamment dans les grands services publics. Alors, téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris que dans le cadre de littérature africaine ce soir, nous allons parler de la privatisation, mais plus précisément du cas du Cameroun, parce que celui qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir est originaire de ce pays de l'Afrique centrale et justement a décidé de pencher toute une étude ou encore du moins des années de recherche sur les privatisations en Afrique, mais pour cas spécifique, le Cameroun, son pays. Et en vous passant justement le bonsoir dans cette édition de littérature africaine, permettez-moi, comme cela est de coutume dans le cadre de cette émission, de vous présenter celui qui nous fait l'honneur de décrypter pour vous, de décrypter pour nous ce livre que nous allons découvrir dans un court moment. Il s'agit bien sûr du docteur Célestin Tchakounté Lengue qui est déjà dans ce studio. Bonsoir, docteur. Bonsoir Linda, un grand bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais d'abord saluer cette initiative parce que le livre n'a pas beaucoup de lieu d'expression dans nos médias, ce qui est dommage parce que c'est la réflexion qui fait avancer une nation. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de la part d'Afrique Média. Nous vous remercions et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant même de rentrer dans le décryptage proprement dit de cet ouvrage que vous avez appelé Privatisation en Afrique, l'exemple du Cameroun, permettez à toute l'équipe de littérature africaine de vous présenter une fois de plus à ces nombreux téléspectateurs. Célestin Tchakounté Lengue nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir avec comme bonus les privatisations en Afrique. Un livre préfacé par Paul Kamounié Fokam et édité à l'Harmattan. Un ouvrage dans lequel Célestin Tchakounté retrace l'historique de l'entrée en scène de la privatisation dans le continent, plus précisément dans son Cameroun natal, où l'attitude ambivalente des bailleurs de fonds et les erreurs commises par les programmes de privatisation révèle que ceux-ci ne sont pas détenteurs de la science infuse. Chose qui amène l'auteur à déduire que finalement il revient à chaque pays de concevoir et d'arrêter ses choix et ses priorités, de les défendre et de les mettre en œuvre avec des hommes judicieusement choisis, sans bien sûr rejeter l'appui éventuel des partenaires extérieurs. Né le 6 avril 1957 à Douala, Célestin Tchakounté Lengue est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en stratégie financière internationale à Paris. Ceci après sa sortie de l'ESSEC-Cergy en 1986. Passionné de sciences économiques et de stratégie, ce financier dans la chair a occupé plusieurs postes d'auditeur et d'analyste financier au sein des groupes de renom. Sa longue expérience d'une dizaine d'années au sein de la CTPL lui aura donc inspiré ce premier ouvrage, Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Il nous livre sa propre expérience aux commandes de la Régie Fercam en plein processus de privatisation en 1999. Il a justement eu cette année-là la lourde responsabilité de diriger cette entreprise durant seulement 2 semaines. Des semaines qui n'ont pas été de bons voyages pour l'auteur qui a dû faire face à la privatisation de l'entreprise dont il avait la charge. Un feuilleton pas du tout rose, truffé de tracas à la camerounaise. Célestin Tchakounté Lengue n'est pas qu'une férue de la finance. Il a également comme casquette la politique qu'il affectionne. La preuve, il est adjoint au maire de Bazou, c'est à l'ouest du Cameroun, dans le département d'Undé. À ses heures creuses, il se noie donc dans les recherches, notamment dans la mathématique, dans le souci de faire des propositions dans ce sens au gouvernement camerounais. Une ambition qui n'éloigne pas de lui son amour pour l'agriculture et d'autres projets.
Père de famille, Célestin Tchakounte Lengue reste très fidèle à ses convictions. Voilà, c'était une brève présentation de l'auteur de cet ouvrage, je dirais, à succès. Lorsqu'on parle des privatisations en Afrique, pour le cas du Cameroun, à succès, peut-être pas pour l'instant, parce que certains ne savent pas le trésor qui s'y cache. Mais je pense qu'à la fin de cette émission, ce livre se demandera, ou du moins s'achètera comme des petits pains, quand ils auront finalement compris à quoi sert véritablement la privatisation. Est-ce que je me trompe, docteur? Non, pas du tout. Je crois que c'est très bien présenté et je crois que les gens gagneraient à mieux comprendre le phénomène. À mieux comprendre le phénomène. Et puisque nous y sommes, si on commençait déjà par définir ce qu'on entend par privatisation. Alors, au premier abord, privatisation, c'est le transfert des entreprises ou des activités du secteur public au secteur privé. Mais de manière plus générale, c'est en fait la répartition des tâches entre le secteur public et le secteur privé. Cela veut dire que c'est un problème en fait qui est dans le monde entier. Et je veux vous dire, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, il est question de ça. Comment on répartit les tâches entre le secteur public et le secteur privé. Et c'est, je dis que pour moi, c'est la condition nécessaire pour qu'une économie fonctionne correctement. C'est ce que je mets à la couverture de mon livre, cette course de pirogue que vous regardez. Oui. Dans cette course de pirogue, vous avez quelqu'un qui est debout, qui ne fait presque rien, mais il a le rôle le plus important. C'est-à-dire celui qui scrute l'horizon, qui fixe le cap et qui donne la cadence. Derrière, il y a le secteur, les gens qui sont assis, qui sont en train de pagayer. Donc celui qui est debout, c'est l'État. Et ceux qui sont derrière, c'est le secteur privé. Donc, c'est quand cette séparation des tâches est bien faite que tout fonctionne bien. Maintenant, si l'erreur est commise, comme dans beaucoup de pays africains, de demander à l'État de venir également pagayer, parce que sous prétexte que ça va peut-être aller un peu plus vite, cette erreur se paye très cher parce que la pirogue ne va plus droit, puisqu'il n'y a plus personne qui est garant de la direction. Ouais. La pirogue se met soit à tanguer, soit à tourner en rond. Ce qui explique, par exemple, notre situation aujourd'hui, où nous avons connu le plan d'ajustement structurel, et 30 ans après, on y revient. Ça veut dire que la pirogue est en train de tourner en rond. Ouais. Parce que la répartition des tâches n'est pas clairement établie, parce que l'État ne s'est pas concentré sur ses métiers. Voilà en fait l'objet de ce livre, c'est la saine répartition des tâches entre l'État et le secteur privé. Le secteur privé. Mais à qui revient la responsabilité de faire le partage des tâches? Alors, la responsabilité revient à l'État. C'est lui qui est l'organisateur. Alors, sauf que là, il y a un problème qui revient dans le monde entier. Ce n'est pas un problème camerounais. En fait, ce livre en fait, parle du monde entier. L'Afrique francophone particulièrement, pourquoi? Parce qu'en général, les pays africains, la francophone en général, ont fonctionné presque sur le modèle communiste. C'est-à-dire, on avait un État centralisé, une économie étatisée, avec un parti unique. C'est le modèle communiste, même si au Cameroun, on n'a jamais dit qu'on était communiste, ou en Côte d'Ivoire, ou bien... peut-être de façon officielle. Officielle, on n'a jamais dit, mais c'était le modèle communiste. Donc, dans ces modèles-là, le choix pour la privatisation a été un choc terrible. Donc, on était habitué à ce que l'État fasse tout. Alors, je disais qu'il y a un problème au niveau de la privatisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence entre l'intérêt de nous tous, la collectivité, et l'intérêt de ceux qui nous représentent. Ça veut dire quoi? En tant que collectivité, nous avons intérêt à ce que l'État, à ce qu'il y ait privatisation. Ça, je vais vous le démontrer. Tout à l'heure. Sauf que ceux qui sont chargés de monter les dossiers, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, pour dire les choses telles qu'elles sont, pour eux, c'est une perte en termes d'influence, de pouvoir, de sources de richesse. Donc, il y a... Parce que c'est un moyen pour ces derniers, peut-être... Pas peut-être. Puis il y a les entreprises publiques. Oui. Dans le monde entier, quand un parti prend le pouvoir, je dis dans le monde entier, c'est pas seulement au Cameroun ou en Afrique, mais vous avez des amis avec qui vous arrivez. Il faut les caser quelque part. Oui. On les case dans les entreprises publiques.
Donc, voilà, c'est ce qui est fait. Donc, pour eux, c'est un lieu de pouvoir, de pouvoir parce que ça permet, par exemple, de placer des cousines, des copines, des cousins dans les entreprises. C'est un lieu d'influence. Quand on est au conseil d'administration, vous avez de l'influence. C'est également un lieu d'enrichissement. Oui. Ça permet de se faire... donc, voilà où est le problème. Alors que la collectivité, nous avons intérêt à ce que la privatisation se fasse. Je vais vous expliquer juste en 2 mots. Le principe de la privatisation, j'ai toujours pensé que c'était un phénomène récent. Mais quand je commence mes recherches, je me rends compte que c'est un phénomène qui est presque vieux comme le monde. Parce que le principe de base de la privatisation a été posé il y a 24 siècles par Aristote. C'est ce que j'ai écrit à la première page de mon livre. Comme pensée d'entrée, il a dit « Ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. » C'est ça. Linda, si vous avez une boutique, je vous assure que vous allez, ou bien un salon de coiffure, je vous assure que vous allez surveiller ça de très près pour que chaque dépense soit faite de manière... de façon contrôlée. De façon contrôlée. Mais quand c'est l'État, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, on vous dit, mais pourquoi vous souciez? C'est l'État qui paye. Donc, quand on voit les gens dépenser pour le compte de l'État, mais personne ne surveille. Donc, voilà le principe de la privatisation. C'est-à-dire que de faire en sorte que les gens soient comptables, que l'État... Parce qu'en fait, il y a aussi une autre chose qui est très simple, c'est que l'État ne connaît pas gérer l'entreprise. Il y a des choses que l'État sait faire, il y a des choses que l'État ne sait pas faire. Donc, ça veut dire, en fait, à vous écouter, on devrait donc imputer le manque de répartition entre le public et le privé à l'État. Puisque oui, c'est l'État qui décide. Oui, c'est l'État qui est chargé de faire la répartition. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est l'État qui fait la répartition des tâches. C'est pour ça que je vous dis, à chaque élection présidentielle, dans le monde entier, oui, il est question de la répartition des tâches entre le secteur public et le secteur privé. Quand les gens présentent leur vision de leur projet de société, dans chaque projet de société, il est question de cette répartition des tâches. Donc, c'est pour ça que ce livre est au cœur de l'actualité et le restera. D'accord. Alors, moi, je voudrais qu'on s'appesantisse un tout petit peu sur l'exemple que vous avez choisi de développer dans ce livre, qui est bien sûr le Cameroun, parce qu'effectivement, les Camerounais ne cessent de se plaindre. Il n'y a qu'à faire peut-être un tour dans les rues. Les Camerounais n'arrêtent pas de se plaindre. Tout le Cameroun est privatisé. Il ne manquera plus qu'un jour, un matin, qu'on vienne vous dire votre propre domicile est privatisé. Parce que c'est un peu ça les pleurs des Camerounais aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont tort? C'est à tort ou alors c'est par ignorance qu'ils s'expriment ainsi? Ils devraient s'exprimer autrement? Je crois que je comprends très bien cette expression. Je l'analyse dans le livre. J'explique en fait que nous avons une maladie au Cameroun. C'est que nous ne communiquons pas. Oui. Nous ne communiquons pas. Quand j'ai analysé, par exemple, les textes de loi qui gouvernent la privatisation au Cameroun, j'ai remarqué que la privatisation est arrivée sur une période de 15 ans, séparée en 3 étapes différentes de 5 ans chacune, curieusement. Il y a d'abord une première période de 5 ans qui part de 85 à 90, qui est d'abord de dire un non absolu aux privatisations. Et puis 90 à 95, on a dit un oui du bout des lèvres. Et enfin de 95 à 2000, on a finalement démarré le processus avec contraint et forcé pour dire la vérité, parce qu'on était coincé. Et dans beaucoup de pays africains, on a un peu la même démarche. Donc, il y a je peux dire que oui, les Camerounais n'ont toujours pas bien compris. Et je pense que beaucoup de pays africains... Le sens de la privatisation. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas communiqué, on n'a pas expliqué. La privatisation, si on va faire un bilan au jour d'aujourd'hui, on risque de dire que c'est un échec parce qu'on n'a pas communiqué. Sans toutefois vous couper, de quand vous diront, voilà, ils ont vendu tous les biens de l'État, on ne voit pas où l'argent part. Pour faire simple. Justement, c'est là où se trouve l'erreur. C'est-à-dire que c'est un échec parce qu'on n'a pas communiqué. Je voudrais simplement rappeler que la guerre d'Algérie, que la France a perdue, la France n'a pas perdu militairement. Elle a gagné la guerre sur le plan militaire, mais elle a perdu sur le plan médiatique. Donc, si la privatisation est perçue comme un échec, c'est l'absence de communication qui en est le cas.
Parce qu'en réalité, dit qu'on a vendu les biens de l'État. Non, on n'a pas vendu les biens de l'État. On les a transférés au secteur privé. Maintenant, l'argument maintenant que je vais présenter est très simple. Parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit « Mais vous avez tout vendu », quand je prends 5 minutes pour expliquer, c'est d'ailleurs pour ça que je fais le livre, parce que chaque fois on me dit « Mais il faut écrire », parce qu'on ne comprend pas. Quand vous expliquez, on comprend tout de suite. Ouais. J'ai un argument qui est simple. Toutes les entreprises qui ont été privatisées, elles ont survécu, elles sont développées. Tout ce qui n'a pas été privatisé est mort. Sotuk, Cameroun Airlines, Amakam, Fogap, Capmé, ONCPB, ainsi de suite. Ils sont tous morts. Et je donne le cas de la régie Fercam dont vous avez parlé, où j'ai eu l'honneur d'assurer l'intérim pendant 2 semaines. Je dis, parce que j'ai fait un chapitre, le chapitre 14, ouais, que j'appelle la gestion de la période transitoire, où j'explique que s'il n'y a pas de privatisation, il n'y aurait plus de train au Cameroun au moment où je vous parle. Il n'y aurait plus de train au Cameroun. Donc, la privatisation a des aspects positifs que j'explique. Il y a des aspects négatifs que j'explique aussi. Ouais. J'aimerais qu'on regarde cela, vous allez vous en rendre compte. Et justement, puisqu'on parle des aspects positifs, quels seraient donc les avantages de la privatisation? Parce que je crois que c'est ça le plus important aujourd'hui pour ces Africains, même ces Camerounais, parce qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Ils ne peuvent pas travailler, c'est privatisé. Et quand même ils vont travailler dans des entreprises aujourd'hui qui n'appartiennent plus, entre guillemets, au Cameroun, du fait justement de la privatisation, ils se plaignent du traitement qui leur est infligé de ce côté-là. Comme quoi, si ça aurait été l'État, on aurait bénéficié de ci ou de cela. Alors, c'est quoi les avantages de la privatisation? Alors, les avantages, d'abord que, encore une fois, l'État ne sait pas gérer. Vraiment, il faut qu'on arrête ce mythe. L'État ne sait pas gérer ou alors ce sont... L'État ne connaît pas gérer l'entreprise. Les hommes d'État? Je veux vous expliquer ça tout de suite. D'accord. Je suis un expert en matière de management. Vous me mettez en entreprise publique, en entreprise privée, les performances sont différentes. Le même expert. Alors, il y a 3 éléments qui font que l'entreprise publique ne fonctionne pas. Ouais. Premier élément, il y a le choix des dirigeants. Il y a une étude qui a été faite par Bruno Chavannes qui a montré que chaque fois, dans toute l'Afrique, ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas le cas du Cameroun, ouais, chaque fois on choisit des dirigeants proches du pouvoir, par affinité, plutôt que de choisir des gestionnaires compétents. Ça, c'est un cas général. Okay. Deuxième élément, le sureffectif, qui est consubstantiel à l'entreprise publique. Encore une fois, je donne des exemples dans le monde entier, en Allemagne, au Togo, en Argentine, au Cameroun. Dans mon livre, il y a des exemples très clairs. L'entreprise publique, c'est consubstantiel avec le sureffectif. Pourquoi? Je viens de vous le dire tantôt, quand un parti prend le pouvoir, il y a des amis qu'il faut caser quelque part. Ça fonctionne comme ça. Aux États-Unis, par exemple, ils ont identifié des postes, je crois que c'est 11 000 pour le parti qui prend le pouvoir, où on met les gens. Dans les autres pays, ce n'est pas défini, donc il faut caser les amis quelque part. Les amis, on les case dans les entreprises publiques. Et elles sont toujours en sureffectif. Je parlais l'autre jour avec un directeur général d'une entreprise publique encore en fonction au Cameroun qui me dit il n'y a que le président de la République qui ne m'a pas encore envoyé quelqu'un pour que je recrute. Vous imaginez la somme des pressions subies par ce fonctionnaire qui est nommé. Tous les officiers, tous les généraux, tous les députés, les ministres, chacun envoie des gens à recruter. Au bout du compte, l'entreprise est en sureffectif. Et le sureffectif, j'ai fait tout un chapitre là-dessus pour l'expliquer. Oui. Le sureffectif, c'est un cancer pour une entreprise. Pourquoi? J'ai dessiné ce que nous appelons en économie une courbe en S. Pour expliquer la production, oui, en fait, en termes de ça, c'est la productivité, la production d'une entreprise. C'est valable pour toute entreprise. Il y a une PME, une grosse entreprise, un salon de coiffure. Vous avez une entreprise. S'il y a personne, il n'y a pas de production. Vous mettez une personne, 2, 3, 4, 5. La production se met à augmenter de manière très rapide jusqu'à atteindre un maximum qui est, vous avez un effectif qu'on dirait optimum. Maintenant, si vous dépassez cet effectif, comme c'est dans
la plupart des entreprises publiques, Public. qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous augmentez les charges et le pire, vous baissez la production. C'est-à-dire qu'au lieu de produire 100, on va se mettre à produire 80. Parce que les 30. compétences ne sont pas requises. Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que quoi? Les gens qui sont en sureffectif, ils vont pas s'asseoir dans un coin, les bras croisés. Mais ils vont marcher sur les pieds de ceux qui travaillent. Les gens vont se bagarrer entre eux, donc la production qui était de 100 va peut-être tomber à 30. C'est-à-dire que vous dépensez plus, mais vous produisez moins. Vous produisez moins justement parce que les énergies des uns des autres sont concentrées ailleurs. Et Oui, non sur le ça va devenir la bagarre, ça va transformer en énergie négative. J'ai donné un exemple dans mon livre qui concerne la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, qui avait deux sucreries qui ne fonctionnaient pas bien. Il a fait venir des experts, c'est des Français, pour leur demander qu'est-ce que je fais. Les experts ont analysé et lui ont dit, monsieur le président, il faut fermer. Le président Houphouët-Boigny a dit, il n'est pas question. Les pères et les mères de famille vont perdre leurs revenus. Alors, l'expert lui a dit, monsieur le président, dans ce cas, vous avez une solution qui est plus simple. Et le président dit, ah bon. Il dit, écoutez, vous fermez l'entreprise, vous continuez à payer les salaires, vous allez faire des économies. Le président dit, vous pouvez répéter ça? Il dit, ben oui, c'est ça. Alors la décision a été prise immédiatement, fermer ces sucreries. Et pour la petite histoire, on n'a pas continué à payer les salaires. Donc c'est pour dire que le sureffectif est extrêmement dangereux. Pourquoi? Ça génère plusieurs sources de dépenses. Il n'y a pas que les salaires que vous payez en trop. Parce que j'ai entendu de très hauts responsables du Cameroun qui disaient que il faut recruter plus de gens, c'est le social. Mais c'est une erreur monumentale. Le social ne fait pas dans l'entreprise. Quand l'entreprise veut faire du social, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une fondation ou bien même un budget pour faire le social. Mais dans l'entreprise se gère, comme je l'ai écrit, au nom du pèse, du fric et du sain bénéfice. C'est aussi simple que cela. Quand vous commencez à dire que vous faites du social, vous avez mis le cancer dans l'économie. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je disais donc que lorsque vous avez mis les gens en trop, 1, la production diminue. 2, vous payez les salaires en trop. 3, ils ne sont pas logés au bord de la route. Il faut aussi les loger comme les autres. Il faut des bureaux qu'on va aussi payer. Donc, vous avez plus de loyer. Il faut aussi, ils ne vont pas sur une table nue. Il leur faut à chacun un ordinateur, une imprimante. Alors, les charges remontent. Il y a beaucoup trop de charges qui s'additionnent dessus, qui font qu'au bout du compte, on dépense trop d'argent pour rien, pour en fait produire moins. C'est pour ça que je dis donc qu'il faut faire attention à cela. Le sureffectif, c'est consubstantiel à l'entreprise publique, parce que les pressions, et ça c'est un élément qui fait que ça tue l'entreprise. Il y avait un troisième élément, Justement, qui est la stratégie de l'entreprise. Troisième élément pour lequel l'entreprise publique ne fonctionne pas. Ce troisième élément, c'est la stratégie. La stratégie, c'est quoi? On dit en économie ou en management, on construit une stratégie. Et si on utilise le terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie, c'est comme une maison. Il faut la construire. Ça prend des années pour construire la stratégie. Donc, il faut rester cohérent. Ce serait un peu comme si vous appelez votre architecte, vous lui dites, bon, faites-moi un pied à terre de 6 mètres sur 8, par exemple. Vous revenez, il commence les travaux, vous revenez 3 jours après, vous lui dites, non, non, attendez, faites-moi plutôt 10 mètres sur 15. Il reprend les travaux, vous revenez, vous dites, non, faites-moi plutôt un R+1. Cette maison sera ou horriblement chère ou inconstructible. Or, c'est ça le problème de l'entreprise publique. J'ai expliqué dans mon livre une interview que j'ai suivie de la part du directeur général de France Télécom. Comme je peux bien vous dire qu'en fait, c'est un problème qui n'est pas camerouno-camerounais ou africano-africain. C'est un problème qui est mondial. J'ai suivi le directeur général de France Télécom dans une radio qui expliquait ceci. Il dit, mes actionnaires privés, je les connais. Je sais ce qu'ils veulent. Il a dit, mais l'actionnaire État, je ne sais pas ce qu'il veut. C'est une nébuleuse. Vous convoquez une réunion aujourd'hui, il y a un directeur qui arrive, qui vous dit, faites comme ceci. Il dit, une autre réunion, c'est un nouveau directeur qui se présente,
Il dit, faites plutôt comme ceci. À chaque réunion, il y a un autre directeur qui arrive et qui présente autre chose. Je vous assure que quand c'est comme ça, cette entreprise est ingérable. J'ai donné le cas, par exemple, d'une entreprise au Sénégal ou en Côte d'Ivoire qui devait faire tout à la fois. Ça dit que ça, c'est impossible de faire quoi que ce soit quand c'est comme ça. Donc, voilà les 3 éléments, au moins, qui font que, je ne parle même pas des interférences aussi. Vous voulez prendre une décision, c'est elle qui vous appelle, non, c'est-à-dire que non, sans compter également d'autres éléments, comme l'inertie. Vous faites un dossier, parce que c'est chez un privé, le directeur général prend une décision tout de suite, il gère, entreprise publique, on va dire, il faut écrire au ministre. Vous écrivez au ministre, le ministre lui écrit au Premier ministre. Le Premier ministre écrit au secrétaire général, au président de la République. Pendant ce temps, le temps passe. Et le temps est un facteur terrible pour une entreprise. D'ailleurs, tous les experts vous diront que l'entreprise qui fonctionne le mieux, c'est l'entreprise qui a le temps de réaction le plus court. Le temps de réaction, c'est combien de temps vous mettez pour réagir face à une surprise stratégique. Donc, voilà les éléments qui font que l'entreprise publique ne fonctionne pas. C'est l'entreprise privée qui fonctionne. Il y a un manque de décentralisation au niveau de l'entreprise publique. Parce que s'il faut toujours remonter jusqu'à la présidence... Mais vous êtes obligé de remonter. C'est comme ça, c'est une entreprise publique. Parce que le ministre a son mot à dire. Et surtout, dans nos pays, chez nous les latins, c'est les francophones. Nous avons un problème avec l'interventionnisme. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et je pense que c'est lié à la forme de l'État français, puisqu'on a hérité de la France. L'État français, c'est la monarchie. Alors, quand on parle de monarchie, il y a un monarque, et puis tout le monde s'aligne. Donc c'est cela qu'on a importé, qui fait que tout est hyper centralisé. Donc, et l'entreprise publique ne peut pas fonctionner à cause de ça. Parce que, je peux vous donner une exception qui confirme la règle. L'entreprise publique fonctionne très bien. Je sais que vous allez me poser la question. Ethiopian Airlines. Oui. C'est une entreprise publique qui marche excellemment bien. Et pourquoi alors? Je vous donne quelques chiffres. D'accord. Le dernier chiffre de bénéfices qu'ils ont eu, je crois, c'est 130 milliards de bénéfices. Je crois qu'Amérique, c'est 1 milliard, je crois, pour vous dire. Et Ethiopian Airlines, c'est quelque chose comme... C'est presque 200 avions. Amérique, c'est 5 avions, pour faire voir la différence. Et ils envisagent d'avoir 250 avions en 2025, c'est-à-dire dans 7 ans. Vous voyez la différence entre Ethiopian Airlines et Camerco. Bon, je sais qu'il n'y a personne ici qui va me dire que les Éthiopiens sont plus intelligents que nous. Ça, je ne le crois pas. Ça veut dire qu'on a un problème quelque part. Alors, pourquoi Ethiopian Airlines fonctionne? 2 raisons. Le gouvernement éthiopien s'était engagé à ne nommer que des gens compétents. Et s'en tient à cela. Le gouvernement éthiopien s'était aussi engagé à ne jamais interférer dans Ethiopian Airlines et ne l'a jamais fait. Bon, maintenant, dans nos pays francophones, je vous mets au défi de trouver les gouvernements qui n'interviennent pas. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, que l'entreprise publique ne fonctionne pas. L'entreprise, c'est les privés qui sont chargés de créer de la richesse et de développer l'emploi. Ce n'est pas l'État. C'est pas l'État. L'État le fait en régulant. C'est-à-dire que, comme j'ai parlé de cette course de pirogue là, l'État le fait en scrutant l'horizon, en fixant la cadence, et en fixant le cap et en donnant la cadence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, à travers la régulation, en créant un cadre de vie décent, en créant un cadre d'investissement incitatif, qu'on appelle par exemple le climat des affaires, l'État arrive donc à favoriser l'arrivée des investisseurs. Et dans ce domaine-là, nous, au Cameroun, nous sommes en retard parce que le classement de Doing Business nous classe toujours très mal. On a beaucoup de chemin à faire. D'accord. Là, vous avez essayé, c'était un exemple d'avantage de la privatisation, dans le sens où l'État ne travaille pas, l'État ne décentralise pas. Mais maintenant, que répondez-vous justement à ces Africains, ces Camerounais particulièrement, qui pensent que la privatisation, c'est une mauvaise chose? Parlons justement du mauvais côté de la chose. Oui. Alors, déjà, je leur dis que nous avons... faut quand même se rappeler que nos États étaient pratiquement en faillite. Hein. Pas seulement le Cameroun. Beaucoup de pays africains étaient arrivés à un état où ils ne pouvaient plus payer les fonctionnaires. À cause de quoi? Parce que l'entreprise publique
qu'on croyait fonctionner, c'était des subventions. J'ai pris le cas de la régie Fercam, puisque je suis fils de cheminot, Oui. et que j'ai eu l'occasion de diriger pendant 2 semaines. À un moment donné, la régie Fercam employait 7000 personnes. Les frais de personnel représentaient 70% du chiffre d'affaires. Une entreprise comme celle-là, si elle fonctionne, madame, ce n'est pas de management, c'est de la sorcellerie. Pure et simple. Quand vous avez 7000 personnes, là où il faut employer, là où aujourd'hui on emploie 2000, un peu plus de 2000 personnes, ça veut dire qu'il y avait un sérieux problème en termes de sureffectif. Donc, voilà un exemple, l'exemple simple. Tout ce qu'on a privatisé fonctionne et se développe. Donc, quelque part, les entreprises ont été sauvées, pérennisées, développées. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a beaucoup de choses qui ont très mal fonctionné. Ça, il faut le dire très clairement. La première chose qui a dysfonctionné, l'épargne nationale. Oui. Et c'est là où il y a je crois que c'est là où les Camerounais se plaignent le plus et ils confondent avec la privation en elle-même. Ça veut dire quoi? Au Chili, par exemple, quand on a commencé les privatisations, l'État chilien a financé des formations au profit des opérateurs économiques nationaux pour leur expliquer les enjeux et les inciter à se regrouper pour prendre des parts importantes dans les privatisations. Donc c'est devenu maintenant une norme, quand on veut privatiser, de faire en sorte que les nationaux prennent la part la plus importante. En France, vous vous rappelez, à l'époque j'étais étudiant à Paris, quand M. Chirac est devenu Premier ministre, et ils sont lancés dans la vague de privatisation, il y avait ce qu'on appelait un noyau dur d'entreprises françaises, qui devait prendre 51% de l'entreprise à privatiser, pour que les intérêts restent français. Et ils avaient l'engagement de faire ça pendant au moins 7 ans. Donc, au Cameroun et en Afrique, malheureusement, on n'a pas mis en place ce phénomène. Au contraire, on a introduit une petite phrase qui excluait les nationaux. Cette petite phrase était « avoir déjà géré une entreprise de la même taille ». Or, vous prenez le Cameroun, combien de Camerounais avaient déjà géré ou Cameroun Airlines ou la régie Fercam, et qui a les moyens? En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. Donc ça exclut les nationaux au profit des étrangers. Alors qu'on aurait pu regrouper les nationaux. On a des grands capitaines d'industrie au Cameroun qui font des choses formidables. On peut les regrouper pour faire une taille critique et qu'ils prennent le contrôle de cette entreprise. Et que les étrangers aient une part moindre. Je crois que ça aurait réduit l'aversion des Camerounais vis-à-vis de la privatisation. Et quand l'épargne nationale, il y a plusieurs composantes. Hein. Vous avez les grands investisseurs. Oui. Vous avez Monsieur Tout-le-Monde. Ça, c'est aussi aujourd'hui un élément important de toutes les privatisations. Il faut intéresser Monsieur Tout-le-Monde. Quand j'étais étudiant à Paris en 86, j'ai pris des actions à TF1. Pas beaucoup, hein. Je crois que c'était pour l'équivalent de 500 000 francs. Pourquoi? Parce que M. Bouygues, parce qu'il y avait des dispositions particulières. Pour M. Tout-le-Monde, qui voulait prendre des actions, il y avait un prix préférentiel. Et puis M. Bouygues était passé à la télévision dire n'ayez pas peur, je suis un homme d'affaires, prenez, vous allez gagner de l'argent. J'ai gagné de l'argent, au bout d'un an, j'ai revendu, j'avais une belle plus-value. D'accord. Donc, si on avait mis ça en place dans nos pays, en Afrique, et que beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains aient pris des participations, c'est à hauteur de pas beaucoup, hein, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de francs, qui prennent des participations et qui gagnent de l'argent, vous allez voir qu'il y aurait moins de critiques là-dedans. Par exemple, il y a des endroits où on a impliqué les salariés. Ça a très bien marché et tout le monde ne joue plus que par ça. Je pense qu'il y a une microfinance qu'on appelle ACEP Cameroun, où on a impliqué les salariés, ils ont gagné beaucoup d'argent et sont tous très contents. Donc on aurait pu donc étendre cela aux autres Camerounais. Bon, maintenant, il y a aussi des investisseurs nationaux qu'on aurait pu regrouper. Là, dans mon livre, je fais une proposition simple. Ouais. Dans la téléphonie, qui est un secteur très sensible, je recommande qu'on réserve une licence et qu'on l'attribue à des Camerounais, sans faire d'appel d'offres. Et je précise que les bailleurs de fonds ne seront pas d'accord. Mais je dis, on ne va pas seulement faire ce que les bailleurs de fonds veulent. Ouais. Il faut les affronter et leur dire, monsieur,
Pour nous, c'est la ligne rouge. On veut un groupe de Camerounais avec une licence de téléphonie mobile. Point final. Il faut apprendre à affronter les barrières de front et taper du poing sur la table et de dire, moi, voici la ligne rouge. Et maintenant, pour les rassurer, on va leur dire, ce groupe de Camerounais, par exemple, disons plutôt même un groupe d'Africains, c'est plus simple. Ce groupe va payer aussi le ticket d'entrée comme tout le monde. D'accord. Et j'explique qu'en réalité, pour dérouler toute une ligne de téléphonie mobile, il faut environ 200 milliards. Et à la base, il faut quoi? Si on prend 4 personnes qui mettent chacun 5 milliards sur la table, ça fait 20 milliards. Avec l'ingénierie financière, on mobilise les 200 milliards très, très facilement. Et quand je dis 5 milliards, on a notre compatriote Etofis qui a voulu rentrer dans la téléphonie mobile. Nous en avons fait un call-boxer. Ce n'est pas normal. Il faut attribuer une ligne, une licence de téléphonie mobile à un groupe d'actionnaires africains. Et ils vont bâtir la stratégie et ils vont entrer en concurrence. On voit par exemple au Cameroun, regardez par exemple au Cameroun, il y a le secteur économique où des Camerounais sont en compétition avec les étrangers. Ils s'en tirent très bien. Distribution du carburant, la grande distribution, la fabrication de certains produits. Il faut, l'État doit avoir pour un de ses objectifs de faire la promotion et de favoriser la mutation, le progrès de ces capitaines d'industrie. Sinon, on va être entièrement entre les mains des étrangers. Et les étrangers n'ont pas la même vision que nous. Ce n'est pas possible. Il appartient. Aucun pays n'a jamais été développé par les étrangers. Ce n'est pas possible. Donc, voilà des choses, par exemple, qui ont fait que les Camerounais sont retrouvés, je veux dire, étrangers. Oh, si on avait, si c'est les Camerounais qui avaient pris ces entreprises-là, je peux vous assurer qu'il y aurait moins de critiques. Et si, monsieur tout le monde, par exemple, il y avait peut-être 500 000 personnes qui prenaient des actions et qu'il y avait une part de ce bénéfice-là, je peux vous assurer qu'il y aurait moins de critiques. Bon, il y a d'autres éléments encore que j'explique dans mon livre. Ils sont développés dans le livre. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, mais finalement, à qui profite la privatisation? Alors, chacun a sa part. Aux privatiseurs? Non, chacun a sa part là-dedans. Chacun a sa part. J'ai dit, l'État, par exemple, avait été pratiquement en faillite. Parce qu'à cause des subventions. En privatisant, l'État fait l'économie des subventions. C'est déjà un gain. Deuxièmement, il y a les impôts que l'État ne collectait plus puisque c'est des entreprises publiques. L'État ne pouvait pas les fermer ces entreprises. Aujourd'hui, ces impôts sont payés à bonne date. Donc, c'est un gain pour l'État. Quand on dit l'État, l'État c'est qui? C'est vous, c'est moi. Oui. Donc, c'est un gain pour nous tous. Et aussi, ces entreprises-là, le service est maintenant plus disponible. Aujourd'hui, allez dans n'importe quel village, vous verrez chacun avec son smartphone en main. Je vous assure que il y a quelques années, pour avoir un téléphone, il fallait aller dans le vouri et ressortir à sec. C'est-à-dire dépasser le monde pour avoir le téléphone. Oui. C'est-à-dire qu'avec de l'argent... pas à la portée de tout le monde. Non, je dis même avec de l'argent, vous n'aviez pas le téléphone. On avait, je crois, 100 000 lignes ou je ne sais plus combien. Aujourd'hui, le téléphone, vous l'avez tout de suite. J'ai presque tout le monde qui a un téléphone en main. Donc c'est un gain pour nous tous. On a eu le train qui a commencé à circuler correctement. Malheureusement, il y a eu un accident qui fait qu'on a arrêté. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté. Les accidents, ça arrive partout. Ça, il faut se le dire clairement. Il y a eu un accident toujours à New York, il y en a eu un toujours en Inde, il y en a eu en Autriche, oui. Un train ultra moderne qui s'est brûlé pendant son voyage inaugural qui a tué 200 personnes. Donc, les accidents, ça arrive partout. Donc, je vous dis que le fait que le train circule comme aujourd'hui, c'est la privatisation. S'il n'y a pas de privatisation, il n'y aurait plus de train au Cameroun. On parlait du train aujourd'hui au passé. Je suis témoin oculaire. Sinon, le train n'existerait plus au Cameroun. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous reviendrons dans le cadre de ce livre, les privatisations en Afrique, le cas spécifique du Cameroun, qui est donc mis en exergue dans cet ouvrage, le tout premier de notre invité, le docteur Célestin Tchakounte Lengue. Le temps pour nous, justement, de faire un tour dans les différentes librairies ou encore les maisons d'édition pour qu'ensemble, nous découvrions les parutions de cette semaine. Notre rendez-vous hebdomadaire nous donne l'obligeance de vous fournir des œuvres à lire tout au long de la semaine. Alors nous vous proposons 5 ouvrages encore aujourd'hui. Le premier s'intitule Le marronnage. C'est un livre de Kaby Fall Diana.
Partant de la pratique factuelle du marronnage comme phénomène historique lié à l'esclavage, l'auteur a amorcé une réflexion pour en étudier les traces d'insoumission, de subversion et de déviance, ainsi que leur transposition esthétique vers l'objet littéraire. Ainsi transposé dans le domaine de la création littéraire, l'acceptation élargie du concept de marronnage permet une réflexion novatrice sur l'existence d'une forme de marronnage intellectuel comme fondement d'une esthétique négro-africaine à travers le combat des précurseurs de la négritude, Senghor et Césaire. Le deuxième ouvrage est de Blaise Nguendo-Yongsi. Il s'appelle « Santé et territoire en Afrique ». Les disparités de santé, que ce soit de mortalité ou de morbidité, sont documentées par de nombreuses recherches en santé publique qui montrent l'importance des déséquilibres entre les hommes en termes d'occupation ou d'appropriation des espaces et d'accès aux services des soins. En Afrique, peu d'études interrogent les constructions sociales et territoriales qui participent à ces inégalités de santé. Le troisième ouvrage s'intitule « Compromis et pluralisme démocratique ». Il a été rédigé par Koukou Kouaïne Somabe. Consubstantiel à la vie sociale, le pluralisme est aussi à l'origine de diverses crises sociopolitiques, identitaires, ethniques, religieuses. Si le pluralisme est un élément incontournable pour préserver le maintien du lien social, il est d'actualité d'inventer des formes de réputation permettant la construction d'un monde pluriel mais commun. Le compromis, cet outil de la sociologie pragmatique, doit être mobilisé. Le quatrième ouvrage porte le nom de l'encadrement juridique de l'éducation au Congo-Kinshasa de 1885 à 1986. C'est un ouvrage de Désiré Balabala Nembézé. L'étude de la scolarisation au Congo-Kinshasa montre que 60% de la population est analphabète en milieu rural, où à peine une fille sur 10 obtient son baccalauréat et le décrochage scolaire est l'un des plus élevés du continent. Cet ouvrage nous fait parcourir 100 ans d'histoire de l'enseignement dans la République démocratique du Congo et d'évolution des relations entre Église et État dans ce vaste pays. Le dernier ouvrage s'intitule « Si Lomé m'était compté ». Il a pour auteur Yves Maguera et Tchétchokou Pelé. Il s'agit ici de la réédition des dialogues radiofusés sur les ondes de Radio Lomé de 1987 à 1991. C'est l'histoire d'une ville à travers les souvenirs croisés de ses habitants. Et voilà ce que nous avons concocté cette semaine pour votre lecture. Nous n'avons qu'à vous souhaiter alors bonne dégustation. Merci à vous, Marthe Estelle Oum, pour cette livraison de l'agenda comptant pour cette autre semaine. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission, c'est littérature africaine et vous avez justement notre adresse mail, littératureafricaine@yahoo.com. Vous pouvez donc y déposer toutes vos suggestions ou encore vos propositions. Et ce soir, nous parlons justement d'un ouvrage, Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Et nous en parlons justement avec un expert de la chose financière. Il s'agit bien sûr du docteur Célestin Tchakounte Lengue qui nous fait l'honneur d'être des nôtres. Alors, docteur, parlant toujours de la privatisation, je voudrais que nous nous arrêtions sur un chapitre. Il s'agit bien sûr du chapitre 18 de cet ouvrage qui parle bien sûr du secteur de la téléphonie que vous caractérisez de poker menteur. En fait, bon, il fallait faire aussi un peu d'humour parce qu'il faut que les gens aient envie de lire. Oui. En fait, je me plains en fait parce que j'ai essayé d'écrire à tout le monde pour demander les informations. Et c'était la téléphonie, je suis tombé devant une porte close. Je n'ai pas pu avoir une seule information. Et les informations que j'ai pu glaner par-ci, par-là, c'était contradictoire. Parce que j'ai analysé quelques entreprises. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je parle du cas du Cameroun, en fait, parce que j'ai analysé quelques entreprises. Parce qu'en fait, le livre porte en fait sur l'Afrique. Parce que l'étude porte sur les privatisations en Afrique. Donc, si quelqu'un veut savoir ce que c'est, ce livre va le renseigner. Va le renseigner davantage. J'ai pu analyser, par exemple, les chemins de fer, le transport ferroviaire. J'ai pu analyser le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau aussi. Mais le secteur de la téléphonie mobile, je n'ai eu aucune information. Donc j'ai eu l'impression
Que c'est fermé. Que c'est fermé. C'est ça que je me suis dit, bon, à quoi on joue? Puisque normalement, les gens ont l'obligation de mettre les informations à disposition des chercheurs. Même Sinon, au niveau de l'entreprise nationale? bah oui, donc j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit à la fois à, on peut les citer, Orange, Ouais. MTN. Bon, MTN venait de naître, donc il n'y avait pas de document. Oui, enfin, j'ai écrit MTN et Orange. Oui. Nextel n'existait pas encore, mais je n'ai eu aucune information. Et la Camtel? Camtel, oui, pareil, je n'ai pas eu d'informations. Bon, Camtel, on peut comprendre, dans le public, c'est pas vraiment leur fort de répondre aux correspondances. Ça, je peux vous le dire. D'accord. Alors, et parlons justement de la privatisation dans le secteur de l'eau. Oui. Qu'en est-il? Alors, L'état des lieux. Vous faites bien de Parce que les revenir Camerounais là-dessus. aussi, c'est un gros problème, surtout Oui. l'eau et l'énergie, la distribution électrique, l'eau qui vaut de l'or, l'eau c'est la vie, mais dans certaines localités ou certaines régions du Cameroun, l'eau c'est plutôt la mort. Et surtout l'eau, on vient de renationaliser l'eau. Oui. Donc c'est vraiment, on ne peut pas finir sans parler de ce problème de l'eau. Je voulais revenir au point de départ, d'où on vient. On vient de très loin. Quand on démarre le programme de privatisation de l'eau, on a au Cameroun, je crois, 120 000 ou 125 000 compteurs d'eau pour 22 millions d'habitants. Donc c'est pour vous dire qu'on n'avait pas d'eau du tout. J'ai d'ailleurs fait un tableau au début de ce chapitre qui montre qu'on produisait plus d'eau à Niamey qu'à Yaoundé ou Douala. Ouais. Niamey, c'est presque le désert. Yaoundé et Douala, c'est des zones qui sont inondées. Niamey, c'était au Niger. Au Niger, c'est presque le désert. Mais on produisait plus d'eau potable à Niamey qu'à Yaoundé ou Douala. Ne parlons pas d'Abidjan. Abidjan était très très loin. Pour vous dire que nous on venait de très loin. D'ailleurs, je me rappelle, je vous raconte une anecdote. J'ai appelé le directeur général de l'époque. Quand il m'a envoyé le rapport, je devais faire une synthèse pour le ministre des Finances. J'ai appelé le directeur général, je lui ai dit, j'ai votre rapport sous les yeux, Oui. je crois qu'il y a une erreur dedans. Il me dit, c'est quoi l'erreur? J'ai dit, il y a l'erreur sur le nombre de compteurs d'eau. Il me dit, vous voyez quoi? J'ai dit, 120 000 compteurs. Je crois que vous avez dû oublier un zéro. J'ai dit, non, c'est 120 000 compteurs. C'est sûr que j'ai failli tomber. Et c'est d'ailleurs ce qu'a répliqué quelqu'un de la Banque mondiale qui était pris à partie par un journaliste, un de vos confrères, qui disait que, mais pourquoi vous vendez notre eau? Il lui a répondu, écoutez monsieur, je vais être très poli avec vous, très gentil. Vous avez 100 000 compteurs dans tout le Cameroun. On va être gentil, on va dire il y a 10 personnes par compteur d'eau. Ça fait 1 million de Camerounais qui ont accès à l'eau entre guillemets potable. Vous êtes 20 millions. Les 19 millions d'autres, ils font comment? Voilà la situation de l'eau au Cameroun au départ. Oui. Bon, depuis lors, ça a beaucoup évolué. Il y a l'administrateur provisoire qui a fait avancer. Il est passé de 130 000 compteurs d'eau à 330 000. Maintenant, les Marocains sont passés de 330 000 à 500 000 compteurs d'eau. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 500 000 compteurs d'eau. Manifestement, ça n'a pas suffi. Puisque 500 000, ils ont créé 170 000 compteurs d'eau en 10 ans, c'est très peu. Voilà pourquoi l'État camerounais a décidé d'annuler la convention. Même comme on n'a pas eu une note de l'État pour expliquer pourquoi. Ce qui est dommage parce qu'il faut quand même expliquer. Encore un problème de communication. Mais il faut que j'explique que cette décision de l'État du Cameroun n'est pas une exception dans le monde. Ouais. J'explique dans mon livre qu'en France, par exemple, le suivi a permis aussi une remunicipalisation de la distribution de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que le privé, des cas où le privé ne fait pas aussi bien que le public, ça peut arriver. Oui. Et justement, j'explique quelque part que l'État ne doit pas gérer, mais j'ai donné 2 conditions, après réflexion, où l'État peut reprendre la main. Première condition, il doit s'agir d'une activité qui a un impact très fort sur l'ensemble de la communauté. Et deuxième condition, il doit s'agir d'un secteur qui est mal maîtrisé par le privé. Et l'eau, justement, répond à ces 2 conditions. Mais j'ajoute que cette reprise doit être provisoire. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, la reprise de l'État doit être provisoire et doit être... D'ailleurs, je crois que le communiqué du chef de l'État dit que ça peut être ouvert au privé. Mais il faut plutôt dire que ça doit être, pas peut être. On a parlé des privés nationaux, donc il faut ouvrir tout de suite un cheminement vers les privés nationaux. Et vous allez voir que ça sera peut-être... c'est pour ça que je dis qu'en fait, l'erreur de n'avoir pas mobilisé l'épargne nationale
est très importante parce que les nationaux n'ont pas la même visibilité de l'investissement que les étrangers. Dans tous les pays du monde, les étrangers ont toujours une notion du risque qui est très élevée. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous, même quand vous allez à l'étranger, vous allez penser que le risque est très important. Or, le risque est la base de l'investissement. Donc, quand un Camerounais, un Ivoirien, un Tchadien investit dans son pays, il se met sur un plus long terme parce que pour lui, le risque est moins fort que ce que les étrangers observent. Alors, je voudrais justement savoir, parce que lorsqu'on vous écoute, moi personnellement, j'ai l'impression que vous penchez plus pour la privatisation. C'est-à-dire qu'on peut dire que plus on est privatisé, plus on évolue, plus les choses vont mieux. Enfin, je suis absolument à 100% d'accord. Donc, est-ce que cela signifie que le salut passerait uniquement par les opérateurs privés? Alors, c'est une question que je me suis posée à la fin, quand j'ai fini de travailler. Je me suis dit, est-ce qu'il fallait privatiser? Je me suis dit, il faut qu'on se... La conclusion à laquelle j'arrive, il faut privatiser, oui. Oui, 2 fois, il faut privatiser. Alors, parce que l'État ne s'est pas privatisé. Je viens de faire une série d'émissions pour une télévision. On a examiné tous les pays qui ont progressé. Les États-Unis, la France, la Corée du Sud, la Chine. Je vous assure que partout, il revient une chose. Il y a ce qu'on appelle un invariant, comme on dit en mathématiques. Il y a un invariant, c'est la privatisation. Oui. Sinon, tous ceux qui veulent me dire qu'ils sont contre, je vais leur demander de me citer un seul pays au monde qui a émergé, qui a progressé sans passer par les privatisations. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Oui, mais... Parce que même la Chine, dont on parle, qui est toujours un pays communiste, les progrès de la Chine partent en 78. Parce qu'avant cela, vous vous rappelez, c'était des milliers de gens qui mouraient de faim en Chine. C'est en 1978 que Deng Xiaoping dit à la Chine, l'entreprise privée n'est plus l'ennemi du peuple. Et ce faisant, Deng Xiaoping a, vidé le communisme de sa substance. Et la Chine s'est donc lancée dans une privatisation à outrance. Et elle a commencé un progrès ininterrompu. Et tous les autres pays qui ont fait des privatisations à outrance, je dis bien, ont progressé. Tous ceux qui ne l'ont pas fait ne progressent pas. C'est aussi simple que cela. Mais sauf que dans le cas du Cameroun, peut-être dans ces pays, ce sont les privés locaux qui ont peut-être privatisé les sociétés d'État. Mais sauf qu'au Cameroun, chaque fois qu'on parle de privatisation, ou dans certains pays africains, ce sont toujours des Occidentaux, des pays étrangers qui viennent privatiser. Peut-être c'est aussi ça le problème de ces Africains. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça le problème, justement. C'est-à-dire, c'est pour ça que les nationaux s'estiment quelque part floués. Et vous avez vraiment raison. C'est-à-dire qu'il faut donc qu'on fasse aussi, comme ça se fait ailleurs, qu'on mette des nationaux en avant. C'est-à-dire que quoi? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les Camerounais, les Africains, oui, ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Non, il y en a ils sont très intelligents. Qui sont véritablement compétents. Mais justement, vous avez tout à l'heure cité les raisons parfois de l'échec du public, parler du sureffectif, le choix des dirigeants et bien sûr les stratégies de l'entreprise. Il y en a qui ont la maîtrise de la stratégie, mais qui croupissent généralement sur le choix des dirigeants. Tout à fait. Je dis encore une fois, vraiment, c'est-à-dire que la clé est là. Il faut maintenant que lorsqu'on veut privatiser, qu'on commence par regrouper les nationaux. Et ensuite, maintenant, qu'on ouvre à la sous-région. Parce que nous avons par exemple un pays voisin qui s'appelle la Guinée équatoriale, qui a un potentiel financier très important. Bon, malgré la crise, parce que le pétrole, ça va remonter. Qui peut, par exemple, dans sa stratégie de développement, créer par un fonds d'investissement pour prendre des participations et mettre les fonds à disposition des autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et donc, faire en sorte que les nationaux se regroupent, en fait, pour atteindre une taille critique en termes de pouvoir financier, en termes d'ingénierie, et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que nous laissons que des pans entiers de nos économies soient transférés aux étrangers. Et là, il y a un problème. Je ne suis pas contre les étrangers, mais ce n'est pas à eux de prendre l'essentiel de notre économie. Il y a un problème à ce niveau-là. Dans tous les pays du monde, c'est développé par les nationaux. Les étrangers viennent en appui. Et c'est ce qu'on doit faire aussi.
Alors, quel secteur privatisé? Ça, c'est pour sortir. Quelle privatisation et quel secteur privatisé? Moi, je suis d'avis qu'on aille au bout de la logique, c'est-à-dire que l'État sorte complètement de tous les secteurs marchands et concurrentiels. Parce que les pertes que nous accumulons, je vous ai fait tout à l'heure la comparaison entre Camerco aujourd'hui et Ethiopian Airlines. Ethiopian qui est en train de faire plus de 130 milliards de bénéfices. Là, nous sommes à 1 milliard. Vous voyez le gap. Qui a 200 avions, là où nous avons 5. Prenons le cas de Camtel, qui est toujours l'entreprise publique. Il n'y a pas longtemps, Camtel avait 140 directeurs et sous-directeurs. C'est ce qu'on appelle une armée de généraux. Quand je vous parle de sureffectif, voilà un cas. Il a fallu que le Minpostel actuel, Mme Libon-Liliken, c'est quand elle arrivait qu'elle a tapé du poing sur la table, elle a dit ça suffit, qu'on a un peu dégraissé. Mais je ne suis pas sûr que c'est toujours qu'on atteigne une taille efficiente. Parce que c'est l'entreprise publique, parce que c'est là où les gens casent et leurs amis, et leurs cousines, et leurs copines. Vous n'aurez... Essayez de... Écoutez, c'est très simple. Prenez, comme tel, vous comparez à MTN ou à Orange, vous allez voir que là, vous aurez trop de cadres, trop d'effectifs par rapport aux autres, en fonction des activités résolues. Si vous voulez donner moi les résultats financiers, je vous analyse, je vais vous donner les conclusions. Je vous donner les conclusions que vous allez voir qui seront sur l'effectif, à Camtel, et performance médiocre. L'entreprise publique, c'est comme ça. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où vous recrutez sans regarder, vous recrutez parce que le tonton, la tata, vous arrivez à une catastrophe. C'est aussi simple que cela. D'accord. C'est noté, docteur Célestin Tchakounté. C'est vrai que dans un moment, on va se séparer. 52 minutes, ça passe super vite, oui. Très vite même. Mais bien avant, on va quand même prendre les citations, comme cela se doit dans le cadre de littérature africaine. Et pour ce soir, nous avons réservé une d'Amadou Kourouma qui dit « Il faut toujours remercier l'arbre à karité sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la saison ». Et une autre citation encore ce soir, l'homme africain est donc hostile au changement politique et à l'alternance du pouvoir démocratique. Elle nous vient de Donatien de Dieu, Situndu Mayombo. Et puis on va sortir avec la dernière citation pour ce soir. Telle est la force du mensonge qu'à force d'être répété un beau jour, le menteur lui-même finit par y croire. Amadou Ampaté Ba. Des citations choisies comme ça au volet pour un temps soit peu illustrer un peu l'univers de la privatisation en Afrique, notamment au Cameroun. Alors, docteur Célestin Tchakounté, c'est la fin. On doit se dire au revoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs qui jusqu'ici semblent encore être ignorants de ce qu'est la privatisation, ou du moins qui voient cette façon de gouverner comme étant tout simplement une manipulation ou encore quelque chose de pas bien du tout? C'est dommage, le temps passe très vite. Je crois que c'est plus de 300 pages de réflexion qui ont duré peut-être 6 ans. Je pense que chacun devrait prendre une copie de ce livre pour comprendre de quoi il est question. Je vous assure que c'est très facile à lire puisque je suis enseignant de nature. J'ai privilégié la didactique. L'accès est facile pour tout le monde. Donc je vous le recommande. Mais je vous dis, c'est un enjeu stratégique majeur que l'État ne connaît pas gérer l'entreprise. Mais il y a un autre élément que je voulais sortir, c'est que privatisation, on devait le compléter aussi par une restructuration de l'État. C'est-à-dire que l'État cesse de se mêler de tout. Parce que quand l'État fait tout, il fait tout mal. Et donc l'État devient un État stratège avec des fonctionnaires intelligents qui scrutent l'horizon, c'est-à-dire qui gèrent la stratégie, qui fixent le cap, c'est-à-dire les choix stratégiques, et qui donnent la cadence de l'économie. Non pas que, comme aujourd'hui, parce qu'on a ce problème au Cameroun, je suis content qu'on ait créé un ministère de la décentralisation, parce que c'est la même problématique. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous voulez un puits d'eau dans un village, je suis adjoint au maire de Bazo, quand vous avez besoin d'un puits d'eau au village, il faut venir à Yaoundé. Vous avez besoin d'une salle de classe, il faut venir à Yaoundé. C'est le même problème, c'est-à-dire l'hypercentralisation crée un engorgement, et c'est aussi à la base ce qu'on appelle l'inertie, qui est un très gros problème pour une économie.
dans un environnement qui bouge très très vite. Et c'est un problème. C'est un problème et dont les solutions, vous les trouverez dans cet ouvrage « Les privatisations en Afrique », l'exemple du Cameroun du docteur Célestin Tchakounte Lengue que nous vous conseillons. Alors, en vous souhaitant de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes d'Afrique Média, nous vous donnons tout simplement rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain, lorsqu'il sera à l'heure 20h GMT.